Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence si nombreux pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie, pour laquelle j'ai l'immense plaisir ce soir de recevoir Mona Ozouf. Alors bonsoir et merci beaucoup de votre venue à Dialogue ce soir. Merci. Alors on a un tout petit peu de retard pour le début de la rencontre, dû à un retard de train. Voilà, on en est désolé. Alors, avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes agrégée de philosophie et directrice de recherche au CNRS. Et bien que vous soyez philosophe de formation, vous avez été en quelque sorte rattrapée par l'histoire. Et votre œuvre sur la Révolution française et l'école publique en France est immense. Parmi vos nombreux ouvrages, on peut citer notamment le Dictionnaire critique de la Révolution française, co-dirigé avec François Furet, mais aussi un ouvrage plus personnel et pourtant universel, intitulé Composition française, retour sur une enfance bretonne, ou encore De Révolution en République, les chemins de la France, paru en 2015 dans la collection Quarto de Gallimard. Mais votre vraie passion, c'est la littérature. Vous êtes depuis le jeune âge une grande lectrice. Vous avez partagé votre amour de la littérature dans plusieurs ouvrages, parmi lesquels on peut citer La cause des livres, un recueil d'articles écrit pendant 40 ans au Nouvel Observateur, Les aveux du roman, sur les fictions du XIXe siècle, ou encore La muse démocratique sur l'œuvre d'Henry James. Et dans votre dernier livre, paru aux éditions Gallimard, vous nous conviez à la rencontre de la vie et l'œuvre d'une romancière de l'Angleterre victorienne, injustement oubliée en France, George Eliot, contemporaine de George Sand, à qui elle vouait une admiration passionnée. Et c'est sans doute pour cela que vous avez choisi pour titre de votre livre « L'autre George ». Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de cet ouvrage et la façon dont sa forme, celle d'une promenade dans la forêt des romans de George Eliot, s'est imposée à vous? Alors merci beaucoup pour ces mots d'accueil et bonjour à tous. Oui, c'est un peu curieux. Ce livre provoque d'ailleurs la curiosité et presque, comment dire, le scepticisme de beaucoup de mes amis qui du reste, les derniers mois où je travaillais à ce livre, m'ont demandé très souvent sur quoi tu travailles en ce moment. Je fais un petit livre sur George Eliot. Ah ben écoute, moi je ne connais pas du tout ça, mais qu'est-ce qu'il a écrit ce monsieur? Et donc tout ça venant de gens tout à fait cultivés, et même d'une libraire de ma connaissance qui a eu une grande librairie à Toulouse, et qui a vendu les George Eliot en folio Gallimard, en livre de poche. Je suis sûre, elle les avait sur ses rayons, je suis sûre que quand même, dans tant d'années de librairie, elle a bien dû vendre 1 ou 2 exemplaires du Moulin sur la Flosse. C'est pas possible autrement. Bref, donc oui, elle est totalement, vraiment presque totalement oubliée du public français. Pourquoi? Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Elle a d'ailleurs aussi connu un moment d'oubli ou de dédain en Angleterre, mais qui est amplement réparé depuis la Seconde Guerre mondiale, où on compte des éliotistes, et des éliotistes fervents. Il y a maintenant des associations d'amis de George Eliot, il y a des revues, il y a beaucoup d'excellentes biographies. Mon livre n'est pas une biographie, mais j'y reviendrai tout à l'heure peut-être. Bref. Alors pourquoi George Eliot? C'est une drôle d'histoire, parce que, je l'explique dans la préface, il y a eu toute une suite de petits signes tout au cours de l'existence. Le premier était, dans la bibliothèque de mon père, la présence d'un livre étrange en 2 volumes, plus de 1000 pages au total, qui s'appelait Daniel Deronda. Ce Daniel Deronda est d'ailleurs un livre absolument étonnant dans la production de George Eliot, parce que c'est un roman sioniste avant la lettre. Bien avant Herzl et la découverte du sionisme, cette femme, George Eliot, s'est intéressée au problème du retour en Palestine d'un aristocrate anglais ou de quelqu'un qui se prend pour un aristocrate anglais, mais qui a en réalité des origines juives. Et elle fait un roman tout à fait étonnant, et que j'ai essayé de lire à 10 ou 11 ans, sans succès, bien sûr. Je me suis totalement enlisée dans le livre, et je m'interroge toujours sur la présence de ce livre dans la bibliothèque de mon père, dont j'ai parlé souvent,
parce qu'elle était une bibliothèque absolument vouée à la Bretagne, et où il n'y avait que des livres ou sur la Bretagne ou sur nos cousins celtes. Il y avait le folklore gallois, il y avait la poésie irlandaise, il y avait ces choses-là aussi dans la bibliothèque de mon père, plus quelques romans français, à condition qu'ils aient parlé de la Bretagne. Et c'est pour cela que mon premier Balzac a été Béatrix, parce que Béatrix se passe, comme vous le savez, à Guérande, et toute la première partie du livre est une description absolument magnifique de Guérande. Donc, la bibliothèque de mon père avait vraiment une spécificité évidente. Et pourquoi Daniel Deronda? Je ne le sais toujours pas. Et bien entendu, je n'ai pas demandé ça quand il... Peut-être que ma mère l'aurait su. Bref. Alors, il y a peut-être quelques petites choses, parce que dans le bulletin de mon père, à destination des instituteurs bretons, il y a un moment une comparaison entre les Bretons et les Juifs. Et il y a même l'idée de deux races qui ont été également flagellées des iniquités. J'avais lu ça parce que ma mère me faisait lire pieusement ce bulletin, mais flagellées des iniquités, franchement, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, du tout. Bref, petit signe, mais un signe comme ça fugitif. Et puis, il se trouve qu'en classe de 3e, au collège Ernest Renan à Saint-Brieuc, j'ai eu l'extraordinaire chance d'avoir comme professeur de français la femme de Louis Guilloux, René Guilloux. C'était un professeur tout à fait formidable, amoureuse des digressions, pas follement attachée au programme, mais qui ouvrait des perspectives formidables. Et je me souviens alors parfaitement de la scène. Un jour, après nous avoir fait expliquer Iphigénie, et après avoir senti dans la classe un petit trouble, à 14 ans, on a du mal à comprendre qu'un père puisse sacrifier sa fille pour mettre du vent dans les voiles de la flotte grecque. C'est un peu compliqué quand même. Donc elle ne nous avait pas sentis très à l'aise. Et elle nous avait dit, voilà, pour des adolescentes comme vous, la littérature la plus amicale, la plus compréhensive, la plus proche de vos tourments, de vos chagrins, c'est la littérature anglaise. Et elle nous avait donné quelques titres, mais elle avait insisté sur l'intérêt que nous aurions à faire la connaissance au plus vite d'une jeune personne, Madgie Tulliver, qui habitait avec ses parents dans un moulin au bord d'une rivière nommée la Flosse. Et donc j'avais réclamé évidemment le livre à ma mère, qui avait mis du mal, elle avait mis longtemps à me le procurer, mais enfin, c'est le premier livre que j'ai lu vers mes 15-16 ans. Oui, mes 15 ans à peu près, et que j'avais beaucoup aimé. Et puis, j'ai oublié George Eliot, et quand je me suis intéressée à Henry James, ça c'est une troisième possibilité, j'oublie de dire quand même au passage que René Guilloux nous avait appris que ce George était une femme. Et une femme qui avait voulu, comme notre très grande romancière George Sand, choisir un nom masculin pour s'abriter, pour empêcher que son livre soit jugé avec la condescendance affectueuse, dans le meilleur des cas, que l'on montre aux ouvrages de dames. Mais donc, même volonté de s'abriter sous un pseudonyme masculin. Elle nous avait expliqué ça. Et pour moi, George Sand n'était pas une inconnue parce que j'avais lu beaucoup les romans rustiques qu'on faisait lire aux enfants, La Fadette, Le Champi, La Mare au Diable, j'avais lu tout ça. Et de plus, ma mère m'avait dit que George Sand, il fallait l'honorer parce que c'était un des rares écrivains français à avoir célébré la Bretagne. Et de fait, il y a un texte de George Sand quand elle découvre le Barzaz Braze. Comme vous savez, elle était très attachée à la poésie populaire. Et elle dit, là, il y a un monument de la poésie populaire qui révèle le génie breton. Donc, dans l'atmosphère où j'étais élevée, ma mère m'avait dit, George Sand, c'est quelqu'un de vraiment remarquable, parce qu'elle a célébré la Bretagne.
Bon, donc j'avais aussi emmagasiné ça dans le propos de René Guillou, puisqu'elle avait fait la comparaison avec George Sand. Et puis, après quoi, en fréquentant Henry James, pour tout à fait d'autres raisons, je me suis, alors là, beaucoup plus tard, vers mes 20 ans, 22 ans, je me suis aperçu que Henry James avait énormément admiré Eliot en la critiquant, mais en admirant son génie. Et puis, il disait d'elle des choses tout à fait étranges. Par exemple, il disait que c'était une femme magnifiquement laide et délicieusement hideuse. Alors, c'est quelque chose qui frappe quand on a 20 ans. Il ajoutait du reste que le charme de sa conversation l'avait pourtant rendu amoureux d'elle très vite, malgré cela. Bon. Donc tout ça était intriguant. Et par ailleurs, il disait aussi, Henry James, que les jours de détresse ou de cafard, ou de morosité, les jours, disait-il, où on doute de l'immortalité de l'âme, on aurait grand intérêt à faire la connaissance d'une héroïne de George Eliot dans Middlemarch, une Dorothea Brooke, qui est du coup, voilà, qui console, voilà, une rencontre qui console des jours noirs de l'existence. Donc j'avais eu aussi envie de connaître Dorothea Brooke, et du reste, en lisant Middlemarch, qui est le chef-d'œuvre de George Eliot, je me suis rendu compte que James ne s'était pas contenté d'admirer Dorothea Brooke, mais qu'il l'avait copiée, parce que, enfin copiée en la transposant bien sûr, mais que dans un des plus grands romans de James, un de ceux que je préfère, un roman merveilleux qui s'appelle Portrait de femme, avec une héroïne, Isabelle Archer. Et cette Isabelle Archer est une sorte de double américain de Dorothea Brooke. C'est une sorte de Dorothea Brooke du Nouveau Monde. Mais les deux femmes ont quelque chose en commun. Et par ailleurs, James et Eliot traitent presque toujours du même thème. C'est comment un être grandit, mais grandit en passant de l'innocence au savoir, oui, mais en traversant la douleur, au prix de la souffrance et de la douleur. Un des grands thèmes des deux œuvres et qui est un thème très, très attachant. Bref, quelques signes comme ça dans mon existence, vous me direz qu'il m'a fallu quand même longtemps pour honorer cette promesse de René Guillou, mais enfin, je m'y suis décidée sur le tard. J'ai lu des choses que je n'avais pas lues d'elle, et voilà, je me suis prise d'admiration, en effet, à la fois pour la femme, pour l'œuvre, et aussi pour les thèmes qu'elle traite, et qui sont franchement des thèmes de notre temps, incroyablement de notre temps. Donc voilà. Donc, je peux parler un peu de la femme, si vous voulez, pour commencer, avant l'œuvre. Alors, si vous voulez, on peut commencer par la femme, en À moins effet. que vous ayez une question plus pressante. On peut commencer par l'œuvre ou la femme, comme vous le souhaitez. Non, mais parce qu'il faut m'interrompre, parce que je suis comme René Guillou, j'ai attrapé Eh bien, la digression. Je vous propose dans ce cas-là de commencer par l'œuvre. On va commencer. Si ça vous va. Alors, donc, c'est parce que vous nous offrez en fait une promenade dans l'œuvre, et la vie de George Eliot apparaît petit à petit et en filigrane. Voilà, oui, effectivement, je n'ai pas voulu écrire une biographie pour une très bonne raison, il y en a d'excellentes. Évidemment, elles sont en anglais, mais ajouter quelque chose à ces biographies, c'est franchement pas, ça n'a pas un intérêt fou. Donc j'ai préféré, oui, inviter un peu les lecteurs à une promenade, ce que j'appelle une promenade dans l'œuvre, et j'ai beaucoup raconté cette œuvre, parce que ça rejoint une de mes convictions profondes, c'est que les professeurs de lettres aujourd'hui ont parfois tendance à être un peu trop savants et à inviter leurs élèves à faire la chasse dans les textes des anacolutes, des oxymores, des métonymies,
toutes choses que j'ai chaque fois révisées quand mes petites filles venaient faire du français avec moi. Avant qu'elles arrivent, je révisais en vitesse les métonymies, etc., parce que j'ai tendance à les oublier. Mais j'ai remarqué aussi que très souvent, ces professeurs tout à fait savants, en classe de seconde ou de première, ont l'air de préparer leurs élèves à passer la licence de lettres classique ou moderne, peu importe. Et qu'en fait, ils oublient l'histoire. Et moi, je pense qu'une des manières d'entrer dans une œuvre est quand même le récit et de raconter. Si bien que, voilà, c'est pas une critique littéraire très sophistiquée à laquelle je convie dans ce livre, mais plutôt à suivre une histoire incarnée toujours. C'est ça le grand romancier, incarné dans des personnages et au fond qui nous invite aussi à mieux déchiffrer nos vies. Je pense que c'est quand même ça qui est intéressant dans la littérature, plus que le côté technique et formel, même si bien entendu, dans les grandes œuvres, le côté formel compte aussi. Mais enfin voilà, c'est par là que je suis entrée dans l'œuvre. Et dans le cas de George Eliot, c'est passionnant de rentrer par le récit, parce qu'on voit très vite qu'elle est une formidable conteuse. Son éditeur disait d'elle d'ailleurs qu'elle était capable d'intéresser les lecteurs à la vie des vers de terre. Oui. Vous le citez. Alors, est-ce que vous pourriez... donc son œuvre, elle est très importante. Elle s'est intéressée à tous les genres de l'écriture. Oui. Mais vous vous intéressez à son œuvre romanesque, aux 7 grands romans qu'elle a écrits. Oui. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous dire ce qui les caractérise, ces romans, ce qui les rend, et ce qui rend son style reconnaissable, finalement, à travers ces romans? Alors, il y a un des éléments qui la rend reconnaissable dans la littérature victorienne, c'est qu'elle s'intéresse à des personnages très ordinaires. D'ailleurs, la critique victorienne le lui a énormément reproché. Elle a eu des critiques féroces. Par exemple, quelqu'un d'aussi brillant et esthète que Ruskin dit oui, elle a du talent, mais c'est quand même dommage qu'elle choisisse toujours ses héros dans le caniveau. Pourquoi ? Parce qu'elle pense que la noblesse, le dévouement, l'amour, la finesse, le raffinement peuvent se loger dans des personnages effectivement tout à fait ordinaires. Et j'en prends un exemple. Un des personnages, je trouve, les plus attachants, c'est dans Le Moulin sur la Flosse, un colporteur analphabète, guenilleux, qui est vraiment le paladin du livre, qui ressuscite la chevalerie. D'ailleurs, elle le dit, Eliot, elle dit que c'est lui qui fait, c'est ce colporteur tout à fait astucieux, mais qui est un être généreux et dévoué. Et quand il s'est épris de quelqu'un, ou quand il a donné son amitié capable d'héroïsme, mais qui est quelqu'un de tout à fait ordinaire, par ailleurs, c'est pour elle quelqu'un qui fait comprendre ce que c'est, par exemple, que l'analyse de la chevalerie chez quelqu'un comme Burke, chez un philosophe comme Burke. Donc, il y a chez Eliot une possibilité de prendre en effet des personnages très ordinaires et de débusquer en eux l'extraordinaire et la singularité. Donc ça, c'est déjà une chose qui est tout à fait remarquable et qui la distingue beaucoup. Autre élément, sa description de l'enfance. Dans Le Moulin sur la Flosse, encore une fois, je reprends l'exemple, c'est l'histoire de 2 enfants, un frère et une sœur, de l'amitié ou de l'amour qui les lie, parfois un amour douloureux de la part de la petite fille qui a une adoration exaltée pour un frère qui lui rend ça de manière un peu désinvolte. Et Eliot a le génie de décrire une enfance qui est à la fois une vraie enfance, mais qui pourtant peut être cruelle, féroce, et ouvrir à des situations d'abandon, de jalousie, de ressentiment, bref, décrire des situations tragiques à partir de personnages enfantins. Donc voilà, il me semble que s'il fallait trouver une caractéristique de ces romans, c'est ça. C'est le voyage entre l'ordinaire, et puis les sentiments exceptionnels qui peuvent se loger dans ces êtres ordinaires. Autre chose
très importante, c'est que les personnages secondaires sont très importants. Ils sont la trame du roman et ils forment... sans eux, rien n'est possible. L'intrigue n'est possible qu'à cause des personnages secondaires, parce qu'elle décrit des villes de province où compte énormément la rumeur, le commérage, et où tous les destins sont tissés, entrecroisés, où rien n'est indifférent. C'est-à-dire que la commère qui s'ennuie toute la journée et qui lève son rideau de dentelle pour voir ce qui se passe dans la rue, précisément, elle voit, elle est spectatrice, observatrice du tout petit élément, du détail, qui va changer complètement la vie des personnages principaux du roman. C'est une littérature romanesque où tout est extraordinairement tissé, croisé, entrecroisé, et où au fond personne n'échappe au regard du voisin, aux supputations du voisin sur soi, et à tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire qu'un propos en l'air, échappé à deux vieilles amies en train de cancaner sur un bord de trottoir, ont une trajectoire extraordinaire et qui influent sur le destin des personnages. Voilà ce que je dirais. Alors, George Eliot, elle a été très connue de son vivant, mais aussi critiquée notamment parfois pour son côté moralisateur dans ses romans, même si son talent de conteuse prend quand même le dessus sur les leçons de morale. Mais cette question de la morale, elle est très importante, vous l'abordez dans le livre, et elle ramène aussi à la question religieuse, puisqu'en fait, et c'est là qu'on entre petit à petit dans sa vie, elle a connu deux grandes ruptures dans sa vie. La première, c'est qu'elle était méthodiste et à 20 ans, elle a perdu la foi. Et elle s'est éloignée de la religion, ce qui a été très très mal perçu par sa famille. Et elle s'est totalement affranchie de la religion à ce moment-là. Mais vous écrivez que toutefois, la moralité enveloppe pour elle le fait de vivre religieusement. Alors, qu'est-ce que cela signifie et quelle est la place de la morale dans un monde où il n'y a plus de... Alors, deux mots, puisque vous l'avez évoqué, sur les ruptures de sa vie, deux ruptures essentielles dans la vie de cette Mary-Anne Evans, qui s'appelait donc Mary-Anne Evans, c'est pas George Eliot, qui est un nom fabriqué. La première rupture est une rupture avec sa famille, mais avec comme prétexte ou raison la religion. C'est une jeune personne... élevée de manière tout à fait conventionnelle dans une famille d'un régisseur des Midlands. Une famille, lui n'est pas évangéliste ou méthodiste, il est anglican, mais elle a connu une pension dans laquelle elle a fait la connaissance d'une demoiselle évangéliste. Donc elle a un premier parcours dans la vie, dans l'adolescence, qui est un parcours sacrificiel, où elle a une religion tout à fait exaltée et où elle a complètement épousé le côté puritain de la religion, en considérant que le théâtre, le roman, tout ça, il ne faut pas y mettre l'ongle, ce sont des péchés, etc. Donc, une enfance et adolescence intensément religieuse, et de la religion la plus exigeante, parce que la religion de l'Église établie, de l'Église anglicane, est une religion qui est très très proche du paganisme. Hein. Il suffit de faire ce qu'il faut, de faire comme il faut, comme on a toujours fait, d'aller à l'Église à point nommé, et le reste n'a absolument aucune importance. Ce qui n'était pas le cas pour la jeune George Eliot, très exigeante. Donc, elle commence à lire des textes de critique, des textes sacrés, allemands, parce qu'elle est une grande germaniste. Il faut dire que c'est un esprit très, très orné. On se demande même comment, dans cette petite ville, cette bourgade, elle a pu faire des études pareilles, dans des pensions un peu improbables. C'est quelqu'un, elle parle français, elle reçoit à 13 ans, comme prix de français, les pensées de Pascal. Bon. Et après quoi, comme elle fait des études d'allemand, elle se met très tôt à traduire les textes de critique sacrée.
par exemple, elle entreprend à 22 ou 23 ans de traduire La vie de Jésus de David Strauss, ce livre qui préfigure La vie de Jésus de Renan qui viendra des années après. Et donc, bon, par ailleurs, quand elle écrira le roman sioniste dont j'ai parlé au début, qui est un roman de la fin de sa carrière, elle se mettra tout tranquillement à apprendre l'hébreu. Et son compagnon, mari, amant dira « Nous avons à la maison un rabbin domestique ». C'est quelqu'un voilà, qui a une sorte d'empan intellectuel extrêmement, extrêmement large. Donc j'ai perdu mon fil, bien entendu. Oui, alors la première rupture, c'est avec son père, parce qu'elle refuse de le suivre à l'église. C'est une personne intense, honnête, aucune raison d'aller à l'église pour faire semblant. Évidemment, ça fait scandale. On craint qu'elle ce soit là, pour elle, le célibat absolu, définitif. Parce que, d'abord, elle n'est pas très jolie, et ensuite, si elle se met à ne plus aller à l'église, elle ne trouvera plus de mari. En tout cas, c'est l'idée de la famille. Donc, première rupture, raccommodée un peu de façon compliquée, parce que le frère s'en mêle, bref, là, elle fait une petite marche arrière. Compromis, elle va suivre son père à l'église, où elle lira, sous un livre de prière maquillé, tout ce qu'elle aura envie de lire. Ça, c'est un vieux classique. Hein. C'est comme ça que Madame Roland lisait Plutarque à la messe, bon, et devenait une révolutionnaire avant la lettre. Enfin bref. Donc, ça, c'est à peu près raccommodé jusqu'à la mort du père. Et puis, à la mort du père, elle veut travailler. Elle s'engage comme journaliste et elle écrit des essais dans une revue, la Westminster Review. Et là, elle fait la connaissance d'hommes divers, divers mais fort intéressants, dont par exemple Spencer, et elle connaît des déboires amoureux, parce que Spencer, dont elle était prise, lui explique que, hélas, pour lui, la beauté physique est un sine qua non. Il lui raconte ça sans élégance excessive, mais elle comprend que voilà. Et puis, au cours de ces années où elle continue à traduire l'allemand, elle traduit Feuerbach, elle traduit Spinoza, du latin en anglais, et pas n'importe quoi, l'éthique, le traité théologico-politique, etc., et écrit des articles. Et elle, dans ce milieu très libéral, de libre penseurs, de journalistes, elle rencontre celui qui va devenir le mari de sa vie, celui qu'elle présentera comme son mari, mais qu'elle n'épousera pas, parce que l'homme en question est déjà dûment marié, avec une beauté blonde dont il a 3 enfants, et même un 4e que son épouse a fait avec son meilleur ami. Circonstance tout à fait aggravante, bien entendu, mais ce journaliste, George Henry Lewis, est une bonne pâte, et il accepte d'abord de reconnaître l'enfant adultérin, et ensuite de payer pour tout le monde, c'est-à-dire pour ses enfants à lui, pour l'enfant adultérin, et les autres d'ailleurs que cette beauté blonde aura avec divers hommes. Bref, il entretient ce qu'on peut appeler une famille recomposée selon des normes tout à fait inédites. Mais tout ça est assez lourd pour la pauvre George Eliot, parce que du coup, il ne peut pas divorcer. Il ne peut pas divorcer, et du coup, elle devient le personnage, pour l'époque victorienne, le moins recommandable de tous, la femme tombée. À lui, on ne lui en veut pas. Bon, les hommes sont infidèles, c'est bien connu. En revanche, elle tombe dans une sorte d'ostracisme social. Les amis, d'ailleurs, les amis s'entre-écrivent pour dire surtout ne l'invitez pas, parce que vous allez déshonorer les femmes de votre famille.
Et vous allez même déshonorer le sexe féminin tout entier. Voilà, alors à partir de là commence pour ces deux illégaux une vie qu'ils décrivent eux-mêmes comme une vie délicieuse, une vie siamoise, disent-ils, occupés à lire côte à côte, à travailler, à écrire des articles. Et dans toute cette activité d'écriture, lui a l'intuition que sa femme a des dons romanesques insoupçonnés. Et c'est lui qui la pousse à écrire un premier livre qui n'est pas un livre extraordinaire, où elle fait ses gammes, qui est une série de nouvelles et qu'elle appelle Scènes de la vie cléricale, et qui passe très longtemps d'ailleurs pour l'œuvre d'un membre du clergé, et dont l'éditeur entretient un peu cette fiction pendant le plus longtemps possible, et puis la fiction cessera quand elle aura écrit un roman qui va devenir un très très beau roman qui s'appelle Adam Bede, qui est aussi un roman rustique, un peu comme ceux de George Sand, mais avec une visée plus ample, à mon avis. Et cet Adam Bede deviendra un best-seller, et du coup, le best-seller aura raison de l'anonymat. De l'anonymat, mais pas du pseudonyme, qu'elle gardera jusqu'au bout. Voilà, donc, une vie quand même très courageuse, parce que ça n'est pas rien, cet ostracisme social n'est pas rien, parce qu'elle y perd tous ses amis, en tout cas pendant fort longtemps. Mais c'est compensé par cette vie de compagnonnage qui est à la fois un compagnonnage de grand quiétisme amoureux, de grande confiance réciproque, de grand partage de tout, et en même temps d'inquiétude intellectuelle, parce qu'il n'arrête pas de se poser les grandes questions de l'époque, ces grandes questions du reste que nous partageons toujours pour beaucoup, dont celle, oui j'y viens quand même, dont celle que vous avez évoquée, qui est le rapport de la religion et de la morale. Parce que Eliot n'est pas seulement une agnostique, c'est vraiment une athée déterminée. À partir du moment où elle perd la foi, elle dit « ça n'est plus possible de croire à l'existence de Dieu, ni à l'immortalité de l'âme ». Donc avec le côté un peu sérieux et jusqu'au boutiste qu'elle a, c'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus d'au-delà, mais une vie privée de transcendance et privée d'au-delà est une vie qui est un peu terne, un peu privée de surplomb. Et c'est ce à quoi elle a du mal à se résigner, et c'est pourquoi vous avez dit que la morale, ou que peut-être même une certaine forme de religiosité est présente dans son œuvre. Et il y a quelque chose qui est très frappant dans un de ses romans, qui est une sorte de fable, qui s'appelle Silas Marner, qui est l'histoire d'un tisserand qui a été l'objet d'une injustice épouvantable, d'une trahison de la part de son ami et de sa fiancée, qui a fui le milieu où il vivait, qui est venu s'installer dans un village totalement perdu, où il vit une vie de tisserand, mais qui est une vie d'insecte, où il tisse toute la journée. Il est réintégré dans la vie commune, dans la collectivité villageoise, par différentes circonstances, en particulier le fait qu'une petite fille est abandonnée et qu'il la recueille, mais aussi par le fait qu'une de ses voisines compatissantes le réintroduit dans les rites de la vie quotidienne. Et ce qu'elle explique, Eliot, c'est qu'une vie sans rites, même des rites très simples, mettre du sapin et du houx à la Noël dans l'église, s'habiller de façon un peu moins sommaire le dimanche, que sais-je, tous ces rites très simples ont le mérite d'organiser l'existence. Sans rite, l'existence se défait dans l'incohérence ou dans l'insignifiance. Et donc, même des rites très simples
constituent une sorte de religion élémentaire qui peut faire office de religion pour ceux qui en sont dépourvus et qui peuvent donner du sens à l'existence. Et bien entendu, autre élément, la morale et l'existence du devoir, et du devoir envers autrui, qui lui aussi est une manière de surplomb, qui est une manière, en tout cas pour l'être, de ne pas être enfermé dans l'étroitesse de son moi. Et donc c'est un thème effectivement qui court à travers toute l'œuvre d'Eliot. Alors, lorsqu'on découvre la vie de George Eliot, on ne peut qu'être frappé par la liberté de la vie de femme Oui. qu'elle a menée en son temps. Et pourtant, il a pu lui être reproché qu'elle ne donne pas cette liberté à ses héroïnes, qui souvent s'accomplissent dans le mariage uniquement. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et comment est-ce que vous trancheriez la question totalement anachronique du féminisme de George Eliot? D'abord, je ne suis pas sûre que la question soit si anachronique que ça. Oui, non, mais vous avez raison, parce que le mot féminisme n'existe pas. Et par exemple, mon amie Michel Perrault, quand elle présente l'autre George Sand, elle dit toujours, quand on lui demande si George Sand est féministe, elle dit non, ça n'a pas de sens, parce que féministe, ça n'existait pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En effet, le mot n'existe pas. Mais est-ce que la chose existe? Oui. La revendication pour une existence féminine moins conventionnelle, plus libre, existe à l'évidence. Et elle existe à la fois chez George Sand et chez George Eliot, même si le nom de féministe, enfin, si le label féministe n'existe pas. Mais oui, il y a quelque chose que vous avez dit et qui m'a échappé, que tout d'un coup j'oublie. Vous me dites, vous me rappelez? Sur le féminisme, la question de ces héroïnes à qui s'accomplissent. Ça y est, j'ai retrouvé le fil. Bon, c'est que on lui fait un procès aujourd'hui à George Eliot. Les féministes que j'ai tendance à appeler radicales ou intégristes, selon les cas, j'hésite entre les deux appellations, font grief à George Eliot, ça je trouve ça quand même extraordinaire, de ne pas avoir permis à ses héroïnes l'émancipation dont elle s'est elle-même autorisée. Alors, l'idée est un peu faux-folle parce que... alors là, pour le coup, on est en plein anachronisme. Parce que permettre aux héroïnes de cette société victorienne du XIXe siècle la libération dont nous pouvons nous flatter ou nous targuer ou nous réjouir, c'est un peu extravagant. Je pense que si elle avait présenté cela, elle aurait tout simplement, elle serait sortie des cadres intellectuels dans lesquels on pouvait la lire. Alors, par ailleurs, je ne trouve pas du tout non plus ça convaincant de dire, je prends l'exemple de Dorothée, par exemple, l'héroïne de Middlemarch. Elles disent, ben voilà, Dorothée est une jeune personne généreuse qui veut que la vie ressemble, que la vie qu'elle va avoir, elle a 19 ans au début du roman, elle veut que la vie réponde à ses aspirations, à ses exigences essentielles. Elle commence par faire une idiotie totale. Elle épouse un érudit desséché et égoïste, mais parce qu'elle dit, elle pense que ce serait comme épouser Pascal, dit-elle. Alors tout autour d'elle, tout le monde voit quelle catastrophe ça va être, catastrophe sentimentale, catastrophe sexuelle aussi, qu'on sent très bien, même si c'est très pudique le roman, mais on sent très bien que là aussi la catastrophe a été totale et que le voyage de noces du vieillard, c'est un vieillard de 40 ans, mais à l'époque, voilà, mais de ce vieux monsieur qui n'est occupé au fond que par la terreur d'avoir une féroce note de bas de page par un collègue dans une publication, et qui est un égoïste absolu. Et le voyage de noces à Rome,
les deux époux en reviennent sans qu'on sache grand-chose, parce que, encore une fois, le roman est pudique, mais dont on sent très bien qu'il n'a comporté aucune réciprocité d'aucune sorte que ce soit, ni physique, ni intellectuelle. La pire étant d'ailleurs, à mes yeux, intellectuelle, parce qu'elle a compris qu'il n'y aurait aucun échange possible, à aucun moment, avec ce vieil érudit. Bon. Donc, première catastrophe dans la vie de Dorothée. Et puis, elle rencontre un petit cousin de ce vieil érudit. Là, la critique victorienne, d'ailleurs, analysant le roman, s'est indignée. Elle ne va pas quand même tomber amoureuse, cette Dorothée, de ce freluquet, parce qu'il a des boucles blondes et du charme. Quand on lit ça de la part de la critique victorienne, on est un peu abasourdi, parce qu'on oublie que Dorothée a 19 ans. Elle est certes mariée à ce vieux bonhomme, ce vieux schnock, j'ai envie de dire, mais toute mariée qu'elle est, et Madame Casaubon, elle a 19 ans. Et quand elle rencontre le petit cousin, qui est une apparition charmante dans le jardin, qui a des boucles blondes, effectivement, mais qui est par ailleurs a une sorte de grâce, de charme physique et aussi de charme intellectuel, les deux, de fantaisie, ben on comprend parfaitement que on est tout à fait, je sais pas, en sympathie. Elle vient de rencontrer le printemps, alors qu'elle vit avec un automne déjà bien mûr, si j'ose dire. Bon, donc voilà. Donc deuxième rencontre. Alors cette rencontre connaît des quantités de traverses, parce que le mari, qui n'est pas dans une santé merveilleuse, qui, Dieu soit loué, meurt très vite, qui meurt dans le roman, ce qui redonne à Dorothée la liberté d'avoir une seconde vie. D'ailleurs, chez Eliot, il y a très souvent ça. Les gens ont droit à une seconde chance, à une seconde naissance. C'est le cas pour Dorothée. Mais alors, là, du coup, comment dire, plainte des lectrices féministes, parce qu'elle abandonne ses grands projets. Dorothée, elle pensait qu'elle pourrait fonder une colonie agricole, rendre les gens heureux autour d'elle. Bon, elle rêvait à 19 ans d'être utile. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est bernée par l'homme des paperasses, parce qu'elle pense que c'est un grand esprit. Bon. Et donc, George Eliot lui accorde à la fin une vie ordinaire. Ordinaire. Elle vit avec ce garçon qui devient quand même un député Whig, c'est-à-dire un député progressiste. Bon. Elle a des enfants, elle abandonne ses grands projets personnels, mais elle élève ses enfants, et puis quand même, elle vit avec qui elle aime. Moi, ça me rend malade de lire sous la plume des féministes actuelles qu'une vie est ratée quand on vit avec qui on aime. Qui a une meilleure définition du bonheur que ça? Moi, j'en ai pas beaucoup. Ben, bien sûr, on peut faire aussi des grandes choses. Mais entre les grandes choses, les grands projets, les grands accomplissements, qui sont quand même pas le sort absolument commun, et le délice de vivre en confiance absolue avec qui on aime et de qui on est aimé, je ne trouve pas que ça soit une fin épouvantable pour Dorothée. Donc aujourd'hui, voilà, on lui reproche de n'avoir pas donné à Dorothée une carrière éblouissante pour ses propres mérites, ses mérites à elle. Oui, on peut... Mais enfin, un roman n'est pas non plus fait pour consoler les féministes. Ou pour consoler, je vais plus loin, parce que là j'ai l'air d'attaquer les féministes, qui est complètement absurde, parce que je me sens tout à fait féministe moi-même, sur beaucoup de plans. Mais les vrais romans, les grands romans, déçoivent toujours quelque peu l'attente sentimentale du lecteur. Et c'est même à ça qu'on reconnaît un grand roman. Songez par exemple à Guerre et Paix, où quand on a traversé Guerre et Paix dans l'éblouissement du personnage de Natacha, qui est la grâce même, la jeunesse et la grâce même, on la retrouve heureuse, mais en ménagère popote.
Et on est quand même un peu attristé de voir cette pure juvénilité gracieuse, voilà, transformée en mère de famille assez prosaïque. Mais voilà, le roman n'est pas fait pour nous, oui, pour nous raconter des cracks, j'ai envie de dire. Le grand roman est fait pour nous dire la vérité. Et là, il y a chez Eliot quelque chose que je trouve remarquable et qui, à mes yeux, la rend supérieure à George Sand dans les romans. Pas pour tout. Dans l'autobiographie, dans les lettres, Sand est meilleur. Bon, pour des raisons qu'on peut, en effet, qu'on peut analyser. Mais Eliot est plus grande romancière justement à cause de cela et parce qu'elle a un vrai sens de la vérité. J'en donne juste un autre exemple. Dans combien de romans, y compris dans ceux d'Henry James lui-même, qui pourrait prendre de la graine chez Eliot là-dessus, c'est que par exemple dans les romans de James, l'argent est quelque chose de complètement magique. Qu'est-ce que c'est pour un héros de James que d'avoir de l'argent? C'est au fond pouvoir réaliser tous ses désirs, quels qu'ils soient, aussi extravagants qu'ils soient. Mais chez Eliot, l'argent s'annonce sous la forme prosaïque de la facture du boucher ou du tapissier. Il s'annonce dans la personne cruelle de l'huissier qui vient saisir les biens quand on fait faillite. Donc il y a une sorte de vérité chez Eliot de l'argent qui est très très peu, qui dans quantité de romans conventionnels n'apparaît presque jamais. Donc l'importance de l'argent, l'importance dont j'ai dit un mot à propos du second mari de Dorothée, l'importance du charme physique des êtres, ben, voilà des éléments de vérité qui lestent les romans d'Eliot, me semble-t-il. Alors, après avoir lu votre livre, après vous avoir écouté pendant cette rencontre, on n'a qu'une envie, c'est de se plonger à notre tour dans l'œuvre d'Eliot. Oui. Alors, par quel roman conseillez-vous de commencer? Ça dépend des attentes. Pour ceux qui ont gardé un esprit d'enfance, Le Moulin sur la Flosse est sans doute le roman le plus immédiatement attachant. Pour ceux qui sont quand même intéressés par la technique romanesque, par l'entrecroisement de quantités d'histoires qui évidemment se rejoignent, mais voilà, qui sont assez compliquées, mais enfin, qui forment un réseau très, très dense, très enchevêtré, très complexe, mais dont elle se sort, en nous montrant comment ces vies qui étaient apparemment très éloignées les unes des autres finissent par se rencontrer. Bon, voilà. C'est Middlemarch qui est le roman le plus, oui, probablement le plus grand roman. Et puis pour ceux qui auraient un peu l'imagination visionnaire, Daniel Deronda, qui raconte quand même cette histoire extravagante d'un aristocrate anglais, en tout cas quelqu'un qui a été élevé comme un aristocrate anglais, qui a une sorte de malaise intérieur, mais qui ne sait pas très bien quel est ce malaise, qui se découvre juif et qui veut être, et qui veut reconnaître en lui-même son être juif au point d'aller fonder un nouvel État dans la Palestine de la Terre Sainte. Bon, histoire incroyable. Donc, quand on est un peu intéressé par l'extravagance imaginative, là, on peut effectivement lire avec beaucoup de plaisir Daniel Deronda. Bon, mais il y a aussi des choses à la fois plus simples et plus... Bon, la fable du tisserand, la fable de Silas Marner, est aussi quelque chose de tout à fait, oui, très attachant. Et c'est un des livres, probablement un des romans les plus simples dans sa facture et dans son intrigue. Et puis, j'ai un remords par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai parlé du grief des féministes, en particulier américaines, contre Eliot, parce qu'elle donne parfois à ses héroïnes
les plus éclatantes des vies ordinaires, mais il y a quand même chez Eliot une revendication extraordinaire, par exemple, pour les petites filles qui auraient des goûts masculins, ou pour les petits garçons qui, par extraordinaire, s'intéresseraient à la broderie. Eliot dit que ces êtres-là, qui ne sont pas à l'aise, regardez la modernité du propos, ces êtres-là qui ne sont pas à l'aise dans le sexe qui leur a été assigné par la naissance, sont tout à fait légitimes dans leur droit d'être des dissidents de leur sexe et de cultiver en eux les goûts qu'ils ont. Que fait-on, dit-elle, quand on bride ces goûts-là? Eh bien, on rend les êtres moroses et méchants. Il y a, bon, il n'y a pas beaucoup, je crois, de revendications aussi extraordinairement modernes. Or, il y a ça aussi chez Eliot. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'elle dit, parce qu'elle donne parfois à ces dénouements des airs plus proches de la prose que de la poésie, c'est pas du tout pour cela qu'elle n'a pas en tête qu'au fond, chacun est libre de ses goûts, de son orientation et de sa vie. Il y a quand même un immense plaidoyer pour la liberté. Sans compter qu'elle dit aussi que les vies ordinaires sont parfois celles qui ont les conséquences les plus bénéfiques pour les êtres qui les entourent, même si ces conséquences sont invisibles au commun des mortels. Non, mais c'est étonnant parce que vous savez, Dickens la considérait comme son égale. Proust disait qu'il ne pouvait pas lire 2 pages d'elle sans pleurer. Elle a eu oui, avant la Première Guerre mondiale, elle a eu une réputation absolument, oui, extraordinaire. Et puis, elle est effectivement tombée dans un désamour, hein, même pas un désamour, une indifférence. Et c'est quand même très, très, très surprenant. Alors, à mon avis, ça tient, il y a quand même quelques raisons. On peut dire qu'il y a un moment de fracture dans l'histoire du roman qu'on peut situer à Flaubert. À partir de Flaubert, on commence à se dire, enfin Flaubert le dit lui-même, qu'on peut écrire un roman sur rien. On peut écrire un roman sur rien. Et puis, d'autre part, on commence à ne plus supporter l'intervention de l'auteur dans son livre. Or, comme vous savez bien, les interventions des auteurs dans la littérature romanesque du XIXe siècle, avant le rigorisme de Flaubert ou de Valéry. Parce qu'il y a aussi beaucoup à dire de Valéry. Un romancier n'a pas le droit de dire que la marquise sortit à 5 heures. Comment est-ce qu'il le sait? Pourquoi pas 5h15 ou 6h30, ce qui changerait d'ailleurs probablement la nature du rendez-vous de la marquise. Bon, bref. Non, mais à partir d'un certain moment, il y a une sorte de méfiance qui s'installe à l'égard des pouvoirs du romancier. Pourquoi dit-il cela? Quel est son droit? Alors là, ça n'effleure pas du tout les romanciers type Eliot. Pensez par exemple à l'exclamation que j'adore, moi, dans Jane Eyre, de Charlotte Brontë, quand à la fin, l'héroïne dit « Lecteur, je l'ai épousé !» Point d'exclamation. Donc le roman bascule à ce moment-là, mais cette intervention de l'auteur dans son œuvre paraît scandaleuse à des tas de gens. Par exemple, Flaubert. Flaubert dit « L'auteur doit être dans son œuvre comme Dieu est dans sa création ». Attendez, il faut que la citation me vienne de bout en bout. Comme l'auteur dans sa création, partout présent, mais partout invisible. Voilà. Donc, ne pas apparaître. Et bon, donc, c'est quelque chose qui aussi a ouvert la voie à une préoccupation de la forme chez les romanciers qui a fait pâlir le goût de l'intrigue, le goût du conte. Et Eliot pêche évidemment constamment parce qu'elle intervient tout le temps.
quand vous avez dit tout à l'heure qu'elle passait pour une prêcheuse, il ne faut pas que dans mon enthousiasme pour Eliot, je cache ça. Seulement, on a affaire à des commentaires d'une femme qui est supérieurement intelligente. Et les commentaires sont généralement formidables. Donc, je crois qu'on oublie, et par ailleurs, comme elle sait compter, elle rattrape les choses. Mais, effectivement, au fil des lectures, on va trouver des commentaires sur, par exemple, la paysannerie. Elle décrit avec beaucoup de précision la vie paysanne, et une vie paysanne qui est aux antipodes de la paysannerie enrubannée du XVIIIe siècle. Des bergers poudrés et des moutons avec des rubans de soie rose. Donc elle est aux antipodes de ça. Elle décrit la vraie campagne, et avec tous ses aspects. Donc, elle le dit, on ne peut plus décrire la paysannerie comme on le faisait dans les bergeries du XVIIe ou du XVIIIe siècle. C'est plus possible. De la même manière, elle dit que on ne peut plus s'émouvoir à longueur de page sur les malheurs des dames à crinolines. C'est plus possible. Ces malheurs sont, pour elle, sont généralement des malheurs assez fabriqués. Donc il faut fuir tout ça. Alors elle explique ça tout au long, mais elle explique ça, oui, dans des commentaires qui sont passionnants. Donc on lui passe et même quand on est un peu intoxiqué d'Eliot, on attend ces commentaires, on les réclame plutôt. Mais ça n'enlève rien au mouvement de l'ouvrage et au fait qu'elle va jusqu'au bout avec beaucoup d'entrain et puis de savoir-faire, parce que Middlemarch, qui a 1000 pages, se transforme chemin faisant. D'abord, histoire d'un mariage raté entre cette jeune personne brillante et généreuse et ce vieil homme. Le roman se transforme en thriller, parce qu'il y a une intrigue policière qui vient de s'en mêler, et que du coup, le roman change un peu de trajectoire. On retrouve Dorothée, mais il y a 1000 autres histoires qui se mélangent à cela. Voilà, autre élément de vérité que j'aime aussi beaucoup chez Eliot. Par exemple, elle décrit un village disgracié, où les sols sont pauvres, où les populations sont maladives, chétives, etc. Et elle dit, je sais bien que de nobles âmes disent que sur ces territoires disgraciés peut tout d'un coup naître une créature d'une grande noblesse. C'est vrai, mais dit-elle, hélas, les hommes ressemblent à leurs conditions d'existence, ce qui ramène à la réalité. Voilà. Et si j'avais une chose à retenir, c'est ça, c'est que même quand elle est emportée par le désir de rendre heureux les personnages sympathiques de ses livres, il y en a un, par exemple, dans Middlemarch, qui est un jeune médecin qui a fait ses études en France et pour qui la passion de guérir est la passion de l'existence, mais qui malheureusement a cette vivacité intellectuelle, même à cette passion intellectuelle, ajoute le fait d'être un handicapé affectif et qui rate sa vie à cause de cela et à cause de la femme qu'il choisit, qui est totalement incapable de partager en quoi que ce soit ses grandes vues. Donc elle montre en quoi cette vie, alors qu'elle décrit un personnage éminemment sympathique, est une catastrophe mélancolique. Donc elle n'hésite pas devant tout ça, et ça à mes yeux, c'est ça qui fait d'elle une vraiment grande romancière. Bien, merci beaucoup. Merci. Ah, je crois qu'il y avait juste une question. Est-ce qu'elle connaissait George Sand
Où est-ce qu'elle a eu connaissance de son œuvre? Ah, ça c'est une très bonne question, parce que non seulement, bien entendu, quand elle choisit son pseudonyme, il y a pas une allusion, enfin, c'est un écho de George Sand, qui est de 20 ans son aîné. Et les deux ont d'ailleurs une conduite parallèle. Comment est-ce que George Sand fait son pseudonyme? Avec la moitié du nom de son amant, qui est Jules Sandeau. Donc elle le tronque. Alors Georges, on ne sait pas très bien, et on ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi elle supprime le S anglais. Là, les Sandiens, qui ont beaucoup écrit là-dessus, se divisent. Certains disent que c'est par anglophilie. Moi, j'en sais rien. En tout cas, l'une prend la moitié du nom de son amant, et l'autre prend le prénom de son amant, mari, compagnon, comme vous voudrez. Moi, je dirais son mari, puisque c'est comme ça qu'elle le désigne. Donc, elles font toutes les deux quelque chose. Il y a un clin d'œil amoureux dans chacun de ces pseudonymes. Et puis, non seulement Eliot connaissait Sand, malheureusement, l'inverse n'est pas vrai. J'ai interrogé tous les Sandiens que je connais et qui n'ont jamais trouvé une occurrence George Eliot dans ce qu'a écrit George Sand. En revanche, Eliot est une lectrice passionnée de Sand, très jeune. Je crois qu'à 20 ans, elle a déjà lu une bonne quinzaine de romans de Sand, qui, comme vous savez, en a écrit 90, je crois, ou enfin, quelque chose comme ça. Ça tourne autour de 80 ou 90. Donc, lectrice passionnée, au point qu'elle fait lire les livres de Sand à ses amis. Or, vous savez que la lecture des œuvres de Sand était un scandale. Une jeune fille perdait toute chance de se marier correctement si elle disait qu'elle avait lu Sand. Madame Carlyle empruntait des livres de George Sand à la bibliothèque, mais sous un faux nom. Elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle osait emprunter des livres de la sulfureuse George Sand. Or, Eliot, à l'âge de 20 ans, avait déjà lu une bonne quinzaine de romans, les défendait, et à ses amis, à qui elle les faisait lire, elle disait « Je veux bien parler de George Sand avec vous, mais à condition que vous n'en disiez pas de mal, parce que sans ça, c'est fini entre nous, elle est devenue my divinité. » Non, c'est vraiment une passion. Et elle dit aussi que quand elle pense à George Sand, alors on lui dit mais elle était immorale, etc. Alors c'est évidemment avant sa conduite elle-même immorale, avant qu'elle ait rencontré sur le tard son mari, et avant d'être entrée elle-même dans le scandale, mais bien avant, elle dit mais moi ça m'est égal, peut-être que je n'adopterai pas, c'est d'ailleurs ironique ça, elle dit ça des années avant, peut-être que je n'adopterai pas le code moral de cette femme, mais tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas lire quelques pages d'elle sans comprendre ce que c'est que la passion. Et elle dit aussi que les romans anglais, quand elle les lit après avoir lu George Sand, lui paraissent des pièces dans lesquelles il n'y aurait pas de feu dans la cheminée. Ce qui est jolie phrase. Et donc, oui, non, elle était extrêmement passionnée. C'est pour ça que le pseudonyme, c'est évidemment un écho de Sand. En revanche, Sand avait fait la connaissance du mari d'Eliot, qui était venu en France, alors bien avant de nouer sa relation avec Eliot. Il était venu en France et dans le grand tour que faisaient les voyageurs anglais, il y avait un must, c'était apercevoir, si possible, la romancière française scandaleuse en pantalon et fumant le cigare. Et donc, c'était, pour avoir vraiment fait un tour, pas seulement de France d'ailleurs, mais enfin, être venu à Paris, il fallait avoir contemplé cette anomalie. Et Lewes vient, et non seulement ils se rencontrent, et là, il y a une rencontre très heureuse entre les deux. Et Sand dit, elle le commande dans sa correspondance, elle dit, voilà, j'ai rencontré un Anglais,
D'ailleurs, il me paraît français. Il avait passé quelques années en France dans sa jeunesse et il était totalement bilingue. Et Sand dit, il est tout à fait français. Et puis, il connaît mon œuvre beaucoup mieux que moi-même. Comme vous savez, Sand était très prolifique et elle oubliait ses romans dès qu'elle les avait écrits. Et elle disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne me souviens plus du tout. Etc. Alors, certains sandiens disent que c'est une coquetterie. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que... Alors, les sandiens disent, n'exagérez pas, surtout pas la désinvolture de George Sand à l'égard de ses œuvres, parce qu'elle avait une sorte d'abord de régularité de bon élève. Elle écrivait la nuit, comme vous savez, quand tout le monde était couché, elle se mettait à la pioche, comme elle disait. Et donc, et elle faisait ça avec beaucoup de sérieux et d'intensité. Mais il est vrai qu'une fois que c'était fini, elle avait tendance à l'oublier. Et je crois que c'est très net quand on lit la merveilleuse correspondance qu'elle a entretenue avec Flaubert, où elle prêche d'un bout à l'autre à Flaubert la chose qu'il est le moins apte à entendre, c'est-à-dire la facilité d'écriture. Sand a écrit un roman quand Flaubert peine sur 3 paragraphes. Et donc, bon, elle lui plaide cette facilité, et elle lui dit d'ailleurs de façon assez jolie, elle dit, mais laisse-toi aller, moi, le vent joue de ma vieille harpe comme il veut. Et de fait, je crois qu'elle avait une immense facilité, pas du tout comme Eliot. Eliot écrivait dans le tourment, dans l'anxiété de ce qu'elle écrivait, ce qui n'est pas du tout le cas de Sand, qui d'ailleurs baptisait ses heures nocturnes passées à écrire, quand la maisonnée est couchée, elle disait c'est ma récréation. Et donc il y avait entre les deux femmes cette différence fondamentale de la facilité à l'écriture. Bon, évidemment, Eliot en avait aussi une puisqu'elle écrivait ce qui nous apparaît aujourd'hui comme souvent des pavés, mais l'écriture elle-même lui paraissait quelque chose de très compliqué, de très anxiogène. Il fallait la consoler. Son mari lui cachait les comptes rendus un peu pénibles, certains très pénibles, qui étaient publiés sur son œuvre. Et donc, quand on lui demandait comment étaient les phases d'écriture de sa compagne, il se contentait de lever les yeux au ciel, alors qu'il disait à tout propos qu'elle était la meilleure des femmes, la plus agréable compagne de l'existence, etc. Mais les phases de création littéraire étaient pour elle un vrai tourment. Et ça dit beaucoup de la différence entre les deux femmes. Donc c'est une autre Georges, mais c'est aussi une Georges autre. La mienne, je veux dire.